Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par Scott Ritter pour discuter de l'actualité. Scott Ritter est un ancien inspecteur des armes de l'ONU, un officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis et un auteur. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. Merci de m'avoir invité. Nous venons d'assister à la conférence sur la sécurité de Munich, qui était autrefois un forum très sérieux pour débattre des questions de sécurité internationale. Elle semble s'être transformée en une sorte de cirque de posture et de bellicisme. Mais il y avait beaucoup de curiosité et d'attente autour du discours de Marco Rubio, surtout après celui de J.D. Vance l'année dernière, qui avait choqué les Européens. Je me demandais, que pensez-vous du discours de Rubio en ce qui concerne l'orientation des États-Unis et le rôle de l'Europe dans ce nouveau monde? Eh bien, ce que j'en retiens, c'est que les gens s'attendaient à un discours qui apporterait de la clarté aux documents sur la stratégie de sécurité nationale et à la posture adoptée par les États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Il y avait là-dedans des déclarations très fortes affirmant que l'Europe se menaçait elle-même d'une extinction existentielle ou culturelle, ainsi que des commentaires laissant entendre que les États-Unis ne soutiendraient peut-être pas l'Europe à 100%, que l'Europe devait adapter certains de ses comportements pour s'aligner plus étroitement sur la vision américaine, ce genre de choses. Je pense que Rubio a effectivement tenu sa promesse sur ce point, mais pas de la manière dont les gens l'espéraient. En réalité, Rubio affirme que le rôle de l'Europe est de renforcer la capacité de l'Amérique à se projeter comme une nouvelle puissance coloniale dans le Sud global, ce qui signifie que l'Europe va désormais se retrouver dans une position subordonnée. Ce n'est peut-être pas le message que l'Europe voulait entendre, mais je suis assez sûr que c'est celui que Rubio cherchait à faire passer. Oui, eh bien, les Européens ne semblent pas ravis d'être laissés de côté cette fois-ci. Je pense que certains commentaires, s'ils avaient été inclus, auraient été plus rassurants. Mais malgré tout, ils lui ont fait une ovation debout, même si, j'imagine, ils l'auraient fait de toute façon. Alors, que penses-tu de la manière dont il envisage la relation de l'Amérique avec les autres grandes puissances, que ce soit la Russie ou la Chine? Parce que tout le monde se souvient de cette interview qu'il a donnée au début de l'année dernière avec Megyn Kelly, où il affirmait que l'unipolarité était terminée, qu'elle avait toujours été temporaire. Les gens se demandaient, qu'est-ce que cela veut dire? Allons-nous retrouver l'hégémonie ou allons-nous chercher à établir un équilibre des puissances favorables dans un système multipolaire? As-tu perçu quelque chose de ce genre dans son discours? Ou était-il plutôt centré, enfin plutôt destiné au public européen? Je pense que les Européens espéraient plus de clarté, car les États-Unis envoient des signaux contradictoires. Je veux dire, soyons honnêtes, les États-Unis ne cherchent pas à instaurer un monde multipolaire. Ils essayent simplement de redéfinir les termes de l'hégémonie américaine, en s'éloignant de l'ancien ordre international fondé sur des règles qui prévaut depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour aller vers un ordre fondé sur, vous savez, quand on dit rendre sa grandeur à l'Amérique, beaucoup de gens, y compris des Européens, pensaient que c'était bien, parce que ça signifiait que l'Amérique se tournait vers elle-même pour se reconstruire. Mais rendre sa grandeur à l'Amérique est en réalité une expression qui veut dire rendre à l'Amérique sa domination mondiale. Nous ne tolérerons aucun concurrent. Même avec la Russie, vous savez ce concept, il n'existe aucune politique d'égalité avec la Russie. C'est une farce. S'il y avait une égalité avec la Russie, alors Anchorage aurait été adopté, n'est-ce pas? Mais ce que nous faisons, c'est que nous traînons les Russes derrière nous.
Ce que je vois aujourd'hui dans notre politique envers la Russie, car souvenez-vous, Rubio est une voix, mais il faut entendre cette voix dans la chambre d'écho de l'ensemble des actions de l'administration Trump. Scott Ritter dit qu'il mettra la Russie à genoux. Vous savez, comprenez que lorsque Ritter parle de la relation de cause à effet entre les sanctions américaines ou l'activité économique américaine et le fait de mettre la Russie à genoux, c'est le modèle iranien. Cela signifie faire descendre les gens dans la rue. C'est ce que recherchent les États-Unis. Et Rubio le sait, car il n'est pas seulement le secrétaire d'État, il est aussi le conseiller à la sécurité nationale. En tant que conseiller à la sécurité nationale, il a assisté à des réunions où la CIA évoquait le renforcement des sanctions visant l'énergie russe en donnant à l'Ukraine les moyens de frapper des cibles énergétiques stratégiques russes. L'autonomisation de l'Ukraine va au-delà de ces cibles. Nous savons désormais qu'elle inclut la possibilité de frapper la résidence du président russe. Ce sont là les réalités qu'il faut reconnaître lorsqu'on parle de la posture de Rubio. Quand nous cherchons, vous savez par exemple, avec Kirill Dmitriev et son engagement, peut-être que la Russie pense que les États-Unis sont sérieux au sujet d'investissements économiques réels en Russie. Je demanderai à la Russie de revenir en arrière et de réfléchir à la visite de Joe Biden en mars 2011 et aux déclarations qu'il a faites. Les déclarations conditionnelles, la conditionnalité attachée à l'investissement de capitaux américains en Russie. Tout cela repose sur l'idée que la Russie doit apporter des changements en matière de gouvernance qui réduisent la véritable souveraineté russe et augmentent les points de levier permettant à l'Amérique d'exercer un contrôle sur la Russie, sur les plans intérieurs, économiques et politiques. Et c'est notre but et notre objectif. Rien n'a changé. Donc vous savez, je pense qu'on ne peut pas simplement examiner des mots isolément. On ne peut pas se contenter d'un seul discours et dire « voilà ce que ce discours signifie ». Il faut considérer les mots et l'ensemble de ce qui se passe autour d'eux pour comprendre que les États-Unis ne font que jouer un grand jeu sans être honnêtes avec personne, y compris l'Europe. Que les Européens croient être des alliés des États-Unis est une absurdité totale. Je me fierai davantage au comportement de Lindsey Graham envers la première ministre danoise qu'aux propos de Marco Rubio à la conférence de Munich. Alors, l'ère de l'Alliance. Donc, eh bien, vous avez dit absurdité. Vous pensez que c'est définitivement terminé maintenant? Eh bien, je veux dire, vous savez, l'alliance de l'OTAN était, vous savez, censée être un mariage, une union. Vous savez, je t'aime, tu m'aimes, nous allons vivre ensemble dans le bonheur. Il s'est avéré que les Européens ne sont qu'une bande de prostituées bon marché. Nous vous utilisons et nous vous jetons. Tu veux combien d'argent? Allez, disparais, c'est tout. On en a fini avec toi. Tu nous es plus utile. On a trouvé quelqu'un d'autre. Disparais. Mais on te garde dans notre carnet d'adresses, au cas où un jour on aurait une envie, pour pouvoir t'appeler et la satisfaire. L'Europe doit comprendre que c'est son rôle. C'est tout ce que vous avez toujours été pour nous. Pendant un temps, vous étiez une escorte de luxe. On vous mettait dans un bel hôtel. Mais on ne vous a jamais vraiment laissé emménager dans la maison, n'est-ce pas? Non. Et on n'a jamais vraiment eu cette famille qu'on vous promettait, n'est-ce pas? Non. Et maintenant, vous vous attendez à être traité comme quoi un conjoint fidèle? Vous n'avez jamais été un conjoint fidèle. Vous n'êtes qu'un vulgaire passe-temps. Tous les changements dans la répartition du pouvoir. Pourtant, cela semble être quelque chose que les Européens n'acceptent pas. Leurs intérêts se sont au moins divisés, sont devenus très divergents. À la place, on parle toujours de valeurs communes. Je ne suis pas sûr de voir comment cela s'intègre dans cette analogie. Eh bien, je veux dire,
Encore une fois, ce que nous voyons en ce moment, c'est que l'Europe voulait être perçue comme une entité unique, une singularité. Mais il s'avère que les États-Unis entretenaient plusieurs liaisons avec plusieurs partenaires, tout cela sous le couvert de l'Europe. Alors maintenant, on voit toutes les petites amies trompées se rassembler. C'est comme dans ces films où un homme a 7 petites amies et qu'elles se rencontrent toutes et commencent à parler de ce qu'il leur a promis, de ce qu'il leur a promis, de ce qu'il leur a promis. C'est injuste, c'est inéquitable. Et c'est l'Europe d'aujourd'hui. Les gars, le monde n'est pas celui que vous croyez. Il ne l'a jamais été. Et vous avez joué le jeu. C'est l'autre chose que je ne comprends pas à propos de l'Europe. Je ne comprends pas l'hypocrisie. Au moins, le Premier ministre canadien a eu le courage de dire que l'ordre international fondé sur des règles était une farce. Et ils savaient que c'en était une. Ils ont simplement fait semblant tant qu'ils en tiraient profit. Et s'il y a une telle lucidité au Canada, il doit y en avoir autant dans le reste de l'Europe. Vous deviez savoir depuis le début que tout cela était grotesque. Vous deviez le savoir. Enfin, comment auriez-vous pu ne pas le savoir? Si vous êtes l'Allemagne et que votre partenaire, l'Amérique, votre partenaire bien-aimé, espionne votre téléphone, oh, demandez à Angela Merkel ce que ça fait d'avoir son téléphone écouté. Qu'est-ce que cela te dit? Quand tu es les Néerlandais et que la NSA vient te voir pour obtenir un accès aux télécommunications françaises, attends une minute, tu ne fais pas partie de la communauté européenne, de la famille européenne. Mais papa vient te demander d'espionner ta sœur. Quelle sorte de famille est-ce là? Tu sais, l'Europe, tu as joué le jeu depuis le début. Tu sais ce que sont les États-Unis. La France sait ce que la CIA a fait à Paris. L'Italie sait ce que la CIA a fait à Rome. Et pourtant, vous restez silencieux face aux abus. Donc l'analogie ne s'effondre pas, elle se renforce. Ce que nous avons en ce moment, c'est un abus collectif, une sorte de syndrome de la femme battue à l'échelle de l'Europe. Et c'est ce qu'était Munich. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous l'avons compris. Nous allons formuler des exigences. Nous allons faire « tu n'as rien, rien du tout ». Et nous nous en fichons. Nous envoyons Marco Rubio. Il te lancera quelques mots qui ne veulent rien dire. Tu lui feras une ovation debout et le lendemain tu réaliseras que ce n'était que des paroles creuses. Et pourtant tu fais semblant maintenant, comme si tu comptais, comme si tu avais la moindre crédibilité en quoi que ce soit. Comme tu l'as dit, c'était une blague. Je veux dire, c'est une farce. C'est du théâtre de l'absurde. La conférence de Munich sur la sécurité, autrefois, c'était quelque chose, et maintenant ce n'est plus rien. Eh bien, depuis l'espionnage du téléphone d'Angela Merkel, chaque fois qu'il y a un petit scandale et qu'ils se rendent compte que l'alliance n'est pas vraiment un mariage d'égal à égal, si l'on peut dire, le premier réflexe est toujours de détourner le regard, de faire comme si rien ne s'était passé. Parce que sinon, on crée trop de remous et de perturbations. Alors, détournons simplement le regard et faisons comme s'il s'agissait d'une situation d'alliance tout à fait normale.